l'humain dans l'entreprise, c'est la proximité, à une gestion collective, hein, quelle construction donc de la GRH. Alors on a parlé des outils, mais comment ça se construit? Il y a une gestion territoriale, hein, c'est ça. Donc il y a des avancées en Nouvelle-Calédonie, donc avec des acteurs, avec des groupements, hein, qui abordent ces problèmes, qui cherchent à construire. Il y a des freins, hein, certainement des difficultés. On va les aborder. Alors je vais présenter donc les 4 participants de cette table ronde. Hein, tout d'abord, Carole Bernardin de l'IDCNC, hein, Frédéric Quentas, donc directeur de filiale Manpower, Philippe Accard, DRH, donc SIE Distribution, et Xavier Benoît, hein, qui est le président de la FINC. Alors, commencer par question donc à Philippe Accard. Comment avez-vous transformé la contrainte, hein, qui est la loi sur l'emploi local, en une opportunité? Deuxième question, hein, comment et avec qui vous construisez cette démarche anticipatrice? Un, deux. Alors j'ai trouvé que la question était difficile, après avoir échangé pendant 2 heures avec Marc, soit parce que j'aurais des employeurs dans la salle qui diraient que la question était incroyable, comment la loi sur l'emploi local peut être une opportunité, soit parce que j'aurais des syndicalistes qui trouveraient qu'on n'en a pas fait assez, soit parce qu'on aurait les deux dans la même salle, qu'il faudrait rapprocher les points de vue. Mais en fait, je trouve que ce n'était pas une bonne remarque, parce qu'en fait, une journée comme celle-là permet justement de poser les problèmes et d'échanger d'une manière désincarnée, c'est-à-dire tranquillement, en parlant du fond des choses. Alors, la première chose, de mon point de vue, parce que je n'exprime que ma vision et celle de l'entreprise que je représente, SIE Distribution, pour situer, c'est 600 personnes dans le commerce, c'est Géant, Casino, Leader Price. Comme tout responsable d'entreprise, j'ai envie de vous dire que la loi sur l'emploi local, c'est d'abord une contrainte, parce qu'elle encadre une des activités basiques de l'entreprise qui est le recrutement. Elle limite la liberté de choix, et dans beaucoup de cas, elle allonge les délais. Mais j'ai aussi envie de vous dire que ce n'est pas une contrainte nouvelle. On ne l'a pas découverte. Hein, il faut se souvenir que la loi sur l'emploi local, elle est née dans les principes avec la loi organique de 1999. Je dois dire aussi que pour la plupart des entreprises de Calédonie dotées de représentants du personnel, quand même, la contrainte sur l'emploi local, elle s'est souvent traduite par des contraintes syndicales. Je dois dire, enfin, toujours sur le même sujet, que la nécessité et la volonté de recruter localement, c'est quelque chose qui était extrêmement, comment dire, déjà intégré par les entreprises, parce qu'embaucher localement, c'est avoir le personnel sur place, c'est réduire les frais de déplacement, donc c'était effectivement quelque chose de naturel pour nous. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour nous, groupe SIE Distribution? Je voudrais d'abord vous donner 2 points de repère qui sont pour moi 2 pièges à éviter. La première, c'est que la loi ne nous a pas conduit à diminuer notre niveau d'attente en termes de compétences. Ça, c'est un point clé. Nous n'avons pas considéré qu'embaucher local, ça devait nous conduire à embaucher du personnel que nous n'aurions pas embauché avant. Le deuxième point, toujours pour nous, c'est que pour nous, la loi sur l'emploi local ne se réduit pas à la gestion d'un risque juridique. Le risque juridique, ça pourrait être celui de payer une amende si nous n'avons pas respecté les dispositions de la loi sur l'emploi local. Donc, embaucher les compétences utiles tout en respectant la loi, ça a entraîné pour nous un changement de méthode, avec 3 objectifs. Le premier, c'est d'être plus précis quant à nos attentes. Qui cherchons-nous à recruter? Le deuxième, c'est d'être beaucoup plus complet et beaucoup plus systématique dans la recherche des compétences locales. Et le troisième, c'est de communiquer beaucoup mieux avec nos instances représentatives du personnel. Bref, c'est de passer d'une contrainte subie à une logique de programme. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que nous avons fait? La première des choses, c'est que nous avons développé une gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences précise. Nous avons, chez nous, un tableau précis en sachant de quelles compétences nous avons besoin. Nous savons qui va partir,
à peu près quand, nous savons de qui nous avons besoin, avec quel effectif. La deuxième des choses, c'est que ça nous a énormément concentré sur l'analyse des collaborateurs présents dans l'entreprise. Ça, j'insiste dessus parce que on pourrait avoir de la vision de la loi sur l'emploi local uniquement la problématique du recrutement. Mais bien entendu, c'est pas suffisant. La loi sur l'emploi local, elle se traduit aussi pour beaucoup d'entreprises par la nécessité de faire évoluer les ressources qu'on a dans l'entreprise, donc de faire accéder les locaux à des postes à responsabilité. Nous, ça a beaucoup contribué à modifier notre vision des postes en interne. Je vais en parler tout de suite après, mais je voudrais vous dire que, par exemple, sur un établissement comme Géant, qui est le plus important chez nous, qui emploie 200 personnes, nous avons entrepris des revues de personnel pour identifier les personnes susceptibles d'évoluer, c'est-à-dire parfois des personnes qui n'ont pas encore demandé à évoluer. Nous avons ainsi identifié un certain nombre de personnes dont nous pensons qu'à terme, ils sont capables de devenir des responsables. Le troisième point pour nous, c'est que ça nous a amené à engager des plans de formation extrêmement ambitieux. Par exemple, en 2013-2014, nous avons engagé un programme pour 25 salariés de notre entreprise pour les amener à un niveau bac plus 2, avec un niveau d'engagement financier, pour vous situer l'importance de l'effort, de 2 millions par personne, ce qui peut paraître très, très important, avec un niveau de nombre d'heures d'études en salle de 500 heures. Le quatrième point, c'est que ça nous a amené à développer l'apprentissage interne. Dans notre entreprise, mais c'est permis par le fait que nous ayons beaucoup de magasins, nous nous attachons à faire passer des personnes d'un magasin à l'autre avec une logique de changement de poste, logique de mobilité professionnelle et géographique. Le dernier point sur nos méthodes de recrutement, c'est que nous avons énormément modifié nos démarches d'embauche en concentrant énormément notre travail avec les cabinets de recrutement locaux. Nous avons, comme beaucoup d'autres entreprises, beaucoup travaillé avec des cabinets métropolitains pour chercher nos cadres. Aujourd'hui, nous travaillons principalement, pour ne pas dire exclusivement, avec des cabinets locaux au départ. Une problématique qui est la nôtre, j'en profite pour le dire, c'est que nous avons parfois du mal à identifier les Calédoniens qui sont allés se former ailleurs et à les joindre pour leur proposer des postes. Alors, est-ce que nous aurions fait tout cela si la loi sur l'emploi local avait été adoptée ? J'ai la faiblesse de le penser parce que quand on a des gros projets, on est malgré tout obligé de s'organiser. Est-ce que nous ne recrutons que des locaux ? La réponse est non. Nous recrutons aussi des compétences que nous n'avons pas trouvées localement. Est-ce que nous avons accru le degré de couverture avec ces méthodes avec des personnels locaux? La réponse est oui, indéniablement oui. Nous avons créé des postes de cadre de notre groupe. Nous avons créé plusieurs postes de cadre dans la dernière année et nous avons créé des postes d'agents de maîtrise en assez grand nombre. Un autre point pour répondre à la question posée par Marc que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question de la relation avec les instances représentatives du personnel. Longtemps, chez nous, le débat sur la légitimité d'une promotion a été axé autour de la question d'ancienneté, supposée être le gage et la condition suffisante du savoir-faire dans l'entreprise. Alors, notre point de vue, c'est que la citoyenneté ne peut pas remplacer cette balise à elle seule. Bien entendu, c'est une balise, la condition de citoyenneté, mais ce n'est pas la seule. Il faut arriver à raisonner en permanence en termes de compétences, c'est-à-dire à parler des postes de travail. Alors, ce que nous faisons en pratique dans nos entreprises, c'est que nous avons systématisé l'échange avec les instances représentatives du personnel, avec un tableau que nous appelons le tableau des mouvements de personnel, où tous les mois nous parlons des projets d'ouverture de poste, nous parlons des appels à candidature en cours, et nous parlons des mouvements de personnel réalisés au cours de mois, les changements de poste, les promotions. Alors bien entendu, c'est la source de beaucoup de discussions, mais ça nous permet d'aborder les sujets avant qu'ils ne soient devenus des problèmes. Ça suppose à l'évidence que les responsables d'entreprise acceptent de discuter de sujets que souvent ils considèrent comme des sujets propres aux chefs d'entreprise. D'ailleurs, la loi et la jurisprudence le confirment, le pouvoir d'organisation, c'est une prérogative du chef d'entreprise.
Mais il faut accepter d'en discuter avant. Vous savez, tous les responsables d'entreprise savent bien que lorsqu'on a un conflit, on finit toujours par s'asseoir autour d'une table. Et j'ai dit à mon directeur général qui m'a suivi, il a fallu du temps pour convaincre quand même qu'il fallait en arriver là, autant s'asseoir à la table avant qu'on ait le conflit. Ça développe de la confiance, ça développe un apprentissage, une capacité à travailler ensemble. Ça suppose, en tout cas pour nous, et c'est un credo très fort que nous avons, de modifier la manière de travailler avec nos instances représentatives. Et au sein du groupe, nous essayons d'imposer, et j'en parle souvent aux cadres qui nous reviennent, qui viennent nous rejoindre, de travailler autour des principes suivants. Que l'action de l'entreprise soit visible par les instances représentatives. On dit ce qu'on fait, on fait ce que l'on dit. Qu'on soit prévisible. Nous disons ce que nous allons faire. Je donne vraiment comme une instruction extrêmement ferme à nos cadres que je ne veux pas qu'ils surprennent les syndicats par une mesure qui sortirait du chapeau, qu'on n'aurait jamais vu arriver dans les discussions. C'est pas toujours possible, hein, bien entendu. Hein, quand il y a des problèmes de rachat d'entreprise, on ne peut pas forcément parler avant. Et pour revenir à la gestion des hommes, d'aller vers des logiques de contractualisation. Nous signons pas mal d'accords dans le groupe. Nous discutons de sujets dont parfois les entreprises considèrent qu'elles n'ont pas à discuter. On a récemment, par exemple, arrêté le barème des sanctions. Ça peut vous surprendre avec nos partenaires sociaux. On l'a fait calmement, en prenant tout le temps, mais on l'a fait d'une manière désincarnée. Quand on l'a fait, on n'avait pas en arrière-plan le cas d'un bonhomme dont la tête était en jeu. Donc les partenaires sociaux ont accepté de discuter à froid. Alors bien entendu, c'est une tendance générale. Il reste beaucoup de discussions tous les jours, parfois des tensions et même des conflits, y compris chez nous. Hein. Nous avons des conflits. Hein. Je vous décris un objectif. Hein. Je ne vous décris pas une réalité parfaite. Hein. Pour conclure, moi je crois que la loi a créé une obligation immédiatement applicable. Je pense aussi que pour qu'elle porte ses fruits, il faut que l'entreprise s'approprie d'autres méthodes. C'est un temps évidemment beaucoup plus long. Je pense que ça se fait dans le temps, ça se fait pas tout de suite. Est-ce que le bilan tiré de la loi du 27 juillet 2010 est négatif aux yeux des organisations syndicales? Je pense que c'est possible. Je pense quand même que la gestion provisionnelle de l'emploi et des compétences, je pense que d'autres vont en parler après moi, c'est vraiment un enjeu fondamental. Je pense que pour les DRH, en tout cas, c'est l'occasion d'exercer leur métier en plein exercice. Je voudrais terminer par quelque chose qui va ressembler pour vous à une boutade. Je le dis parfois comme une boutade, mais ça ne l'est pas vraiment. Je passe la moitié de mon temps à dire aux syndicats qu'on ne peut pas faire plus, et l'autre moitié de mon temps à dire à mon patron qu'on ne peut pas faire moins. C'est la place du DRH, à mon avis, dans l'entreprise. Merci. Merci. Comme quoi, il y a bien des entreprises qui ont des démarches GPEC qui sont relativement innovantes. Donc, vous avez su desserrer cette contrainte de revendication et de mise en place donc de l'avancement à la carrière par une démarche GPEC, donc par de l'anticipation. Et ça, c'est la condition sine qua non, c'est que vous communiquez sur votre stratégie auprès donc du personnel des instances représentatives pour dire voilà vers où on va, voilà ce qu'on fait avec vous. Voilà, donc il y a une véritable négociation autour de la GPEC et il n'y a pas d'autre moyen de le faire de toute façon. Donc dialogue social est bien le premier enjeu à atteindre. Deuxième intervenant, Frédéric Quentins. Alors, vous m'aviez dit que votre dada, c'était le management de transition, c'est ça? Absolument, absolument. Alors, en quoi ce management de transition répond aux besoins des entreprises calédoniennes? En quoi est-il adapté au métier des RH? Et qu'est-ce qu'il apporte au développement des compétences dans l'entreprise? Alors bonjour, donc je suis Frédéric Quentins, je suis le directeur général de Manpower Nouvelle-Calédonie depuis 6 ans. Nous sommes une société de placement privé, donc nous faisons de l'intérim, du recrutement CDD, CDI, des solutions RH. Et notre slogan et nos valeurs, c'est créateur de solutions pour l'emploi. Alors je vais vous donner la définition du management de transition. C'est aujourd'hui quelque chose qui est
à la mode, en vogue ou très utile. On va voir les raisons pourquoi. Mais avant, je voudrais définir le périmètre. Nous, tous les jours, nous sommes aux côtés de nos PME, PMI dynamiques qui font vivre la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes aux côtés des cadres, des assimilés cadres qui sont les chevilles ouvrières de ces PME, PMI. Et on assiste à un paradoxe. C'est-à-dire, on a malheureusement, du fait de la crise économique, de plus en plus de jeunes diplômés sans emploi et de plus en plus de cadres et assimilés cadres qui perdent leur travail ou qui sont en recherche d'un nouveau challenge à relever. Pour votre information, 60% de ces cadres ou assimilés cadres, qu'elles soient dans les structures publiques ou privées, sont en souffrance au travail. Donc on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des entreprises PME, PMI qui ont des besoins de recrutement, mais aujourd'hui l'avenir est incertain. Aujourd'hui, recruter un cadre ou un assimilé cadre, ça coûte cher, surtout lorsqu'on se trompe. Pour votre information, c'est un recrutement cadre, par exemple, qui capote, c'est 3 millions de CFP. Et l'entreprise revient au point zéro et n'a toujours pas réglé son problème de recrutement et d'adressage de ses valeurs et de son travail. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Nous, donc chez Manpower, on s'est posé la question. On a de plus en plus de ressources disponibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources disponibles pour proposer à ces PME, PMI des solutions transitoires qui vont leur permettre de prendre leur temps, de recruter calmement, avec toutes les méthodologies aujourd'hui, donc avec les techniques d'entretien psychométrique, d'entretien individuel, de test, d'assessment, de contrôle de référence. Eh bien, on a créé une plateforme. Et donc, la plateforme de management de transition, en fait, c'est une solution RH qui consiste à confier provisoirement la direction d'une entreprise ou de sein département ou d'une structure à un manager expérimenté opérationnel et extérieur pour amorcer ou accompagner une phase de changement. Donc ce n'est pas du tout dans l'objectif de pérenniser un job sur du long terme, c'est simplement mettre quelqu'un à l'intérieur des structures et des organisations qui va remplir le job selon un cahier des charges très très bien précis pour pouvoir permettre à l'entreprise de traverser simplement une période difficile ou de se réorganiser tranquillement, sereinement, pour éviter toutes les tensions que l'on peut rencontrer. Aujourd'hui, un job qui n'est pas pourvu dans des fonctions commerce ou des fonctions finance ou juridiques ou informatiques crée énormément de tensions dans les structures. On confie ça à un autre cadre qui n'est pas forcément formé pour ça, qui n'est pas forcément motivé pour ça, avec toutes les interférences que cela peut avoir. Donc, ces solutions de management de transition, bien évidemment, sont des solutions qui fonctionnent très très bien dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent en fonction de ce qu'on appelle du workflow, de la mise à disposition des compétences au sein des entreprises pour pouvoir accompagner les phases de changement. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'être agile, elle a besoin d'être mobile, elle a besoin d'être réactif. Il se passe des choses tous les jours sur le marché et elle n'a surtout pas besoin d'être contrainte dans un système enfermé avec des carcans qui lui permettent pas de pouvoir évoluer. Voilà. Donc, je passe la parole donc à notre intervenant principal. Et je reste à votre disposition sur ces solutions de management de transition. Alors effectivement, on l'a vu ce matin avec aussi l'étude, la faiblesse d'avoir un management, il n'y a pas toujours une culture managériale, difficulté donc de trouver des personnes qui exercent le rôle, donc ça peut être effectivement une solution, faire intervenir une personne extérieure. Donc, troisième intervenant, Carole Bernardin, donc IDCNC. Dans l'atelier précédent, donc on a parlé des CNC, vous aviez accompagné donc une entreprise, mettre en place donc une gestion collective des ressources humaines. Alors, comment se construit justement cette gestion des compétences, cette GPEC sur le territoire ? Alors, vous avez entendu ma collègue tout à l'heure qui qui fournit les chiffres, qui alimente en données la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Moi, je suis sur la partie, on va dire, plus terrain. Je suis au contact des entreprises, des salariés, des demandeurs d'emploi, au travers de mon équipe ou de moi-même. Et il y a un lien entre GPEC des entreprises et GPEC territorial. C'est donc ce que je vais expliquer, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et on a besoin de l'un pour faire l'autre. Et la notion de gestion prévisionnelle est très importante. Alors même si on ne peut pas anticiper et on n'est pas dans le prospectif, c'est-à-dire on ne demande pas aux entreprises de se positionner à 10 ans, 20 ans, mais on est bien dans l'anticipation. Rien de pire pour une entreprise que justement de gérer une perte de compétences du jour au lendemain et de ne pas l'avoir anticipé un minimum.
Donc, cette gestion des emplois et des compétences dans l'entreprise, elle est faite de manière formelle ou informelle. On avait tout à l'heure une petite entreprise qui disait « Moi, ma gestion des entreprises, c'est de connaître mes salariés ». Oui, mais c'est une gestion de l'emploi et de la compétence, puisqu'en connaissant mes salariés, je connais également les possibilités de départ, les problèmes à régler, etc. Donc c'est une manière de gérer l'emploi et la compétence, même dans la petite entreprise. Maintenant, le prévisionnel, on l'a vu dans les exemples précédents, ça ne va qu'avec la vision stratégique. Or, toutes les entreprises ne fonctionnent pas au quotidien. Je ne vais pas travailler pour demain. J'ai quand même une vision au moins à moyen terme. Donc ça, c'est la vision stratégique, elle est importante. Qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise? Je ne commande pas mes stocks le jour où j'en ai plus. Je ne fais pas un investissement le jour où je dois produire plus. Je réfléchis à tout ça. Ben, c'est la même chose dans la ressource humaine. Et on l'a vu, il y a des choses qui se mettent en place en concertation et en dialogue avec les partenaires sociaux et avec les salariés. En tout cas, ça, c'est certain. La GPEC territoriale, une fois que j'ai fait ma GPEC d'entreprise, ok, la GPEC territoriale, on va se dire, je prends toutes les GPEC d'entreprise, je les additionne et ça va me donner ma GPEC territoriale. Non, ce serait trop simple. Puisqu'autant la GPEC entreprise, elle est ciblée sur l'entreprise pour l'entreprise, la GPEC territoriale, elle, c'est une vision collective, partagée et concertée également. Donc on est bien sur une vision globale, collective, et partagé avec d'autres opérateurs que l'entreprise. Quand on dit gestion territoriale, c'est pas le territoire au sens géographique du terme. Ça peut l'être, mais c'est pas seulement ça. C'est les bassins d'emploi. On a eu un exemple justement de bassin d'emploi qui était la zone VKP dans le cadre du projet de construction de l'usine du Nord. C'est un bassin d'emploi, mais ça peut être aussi une vision plus socio-économique en termes de filière. On peut travailler sur les besoins en emploi et en compétences d'une filière, c'est pas moi, d'une filière comme par exemple le recyclage et le traitement des déchets. Voilà une prospective de gestion prévisionnelle des emplois et compétences territoriales. Donc on est dans l'anticipation, des besoins et des difficultés qui sont liées au recrutement, à la gestion des compétences et à l'emploi. Vous allez me dire, bon, c'est bien beau d'anticiper, mais parfois il y a des crises. Hein. Et Monsieur Accard, tout à l'heure, est intervenu pour parler de la crise du nickel. La crise du nickel, elle n'est pas intervenue du jour au lendemain. Ça fait plusieurs années qu'on la sent arriver. Notre insularité fait qu'on a été protégé et qu'on n'a pas subi de fait tout de suite les conséquences. Mais maintenant, on va devoir gérer cette crise et on n'a pas anticipé. Je reviendrai tout à l'heure sur les cas pratiques de la GPEC territoriale en Nouvelle-Calédonie et de ces petites améliorations à apporter. Alors, pourquoi est-ce qu'on met une GPEC territoriale? Comment on la met en place? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un outil que je vais calquer sur toutes les situations. Chaque territoire, hein, puisqu'il n'est pas géographique et même s'il n'était que géographique, est différent. On parlait tout à l'heure de la gestion RH en province nord et en province sud. Eh bien, rien que ça, en effet, on ne peut pas calquer des outils tels quels en province nord, en province sud. On va s'adapter et donc la GPEC territoriale n'est pas un outil, c'est une démarche avec plein d'outils possibles. Et c'est ce qui fait sa richesse. L'objectif de la GPEC territoriale, c'est de mettre en cohérence des besoins et une offre de ressources. Donc on parlait de tout à l'heure des salariés qui sont en poste, on parlait des demandeurs d'emploi, on parle des étudiants qui sont en cours de formation et on a un besoin des entreprises. L'entreprise, elle ne sait pas forcément ce qu'il y a sur le marché du travail et donc c'est la GPEC territoriale qui va lui permettre de faire le lien et de compléter sa vision. Donc la GPEC territoriale a des objectifs qui répondent à l'ensemble des acteurs d'un territoire. Les entreprises, bien évidemment, puisqu'elles vont pouvoir identifier le potentiel de ressources par rapport à leurs besoins et identifier les écarts qui existent, prendre conscience de ces écarts. Et puis, deuxième chose, pour le territoire tel qu'il est, ça permet d'anticiper les mutations et les évolutions économiques en termes d'emploi. Et dans un troisième temps, pour l'individu, la mise en place d'actions
qui sont en adéquation avec les besoins des entreprises, permet de sécuriser les parcours professionnels. Donc on répond bien à des demandes et des attentes de l'ensemble des partenaires d'un territoire et de l'ensemble des acteurs. Et la GPEC territoriale va être une démarche construite ensemble. Première chose, c'est définir le territoire sur lequel on veut travailler, puisque ce n'est pas un territoire forcément géographique, et définir les acteurs de ce territoire. Donc souvent, une démarche, elle part de quelques personnes ou de quelques acteurs, et puis au fur et à mesure de l'avancement, elle va élargir à d'autres acteurs. On a toujours un cœur de fonctionnement, un cœur de leader qui vont prendre en main la démarche et qui vont la mettre en œuvre. Une fois qu'on a défini les acteurs et le champ de notre territoire, on va faire un diagnostic. Ça paraît évident. Donc tout à l'heure, on avait des outils de diagnostic qui nous ont été donnés par l'ISEE et l'IDCNC. Ces chiffres sont à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Quand on va vouloir aller plus précisément dans un territoire, il va falloir affiner ces chiffres et parfois aller plus loin. Donc on collecte les données, on les mutualise, on va plus loin en mettant des enquêtes plus précises en place, en mettant des groupes de travail avec les partenaires de terrain en place. Et une fois qu'on a fait cette collecte, cette mutualisation, on analyse pour produire un diagnostic. Voilà où on en est à cet instant de notre territoire, des constats que l'on peut faire, des manques, etc. Ce diagnostic va nous permettre de travailler sur la définition des points sur lesquels notre GPEC territorial va devoir agir. Parce qu'il ne s'agit pas de dire il n'y a qu'à faucon, il faut mettre des plans d'action en place et donc c'est l'étape suivante, c'est établir un plan d'action. Comme la GPEC territoriale ne répond pas à un instant de crise, mais a pour objectif de s'inscrire de manière pérenne dans une activité et dans un contexte socio-économique, les actions doivent aussi être établies de manière pérenne. Sauf qu'on a vu, et on l'a vu très bien tout à l'heure avec les données de l'ISEE qui parlaient de perte d'activité dans la construction, puisque ce sont les données 2015. Et nous, au niveau de l'IDC, on parlait des besoins en emploi, mais liés à l'enquête réalisée en 2013, et où il y avait 300 à 400 besoins sur le bâtiment, la construction et les TP. Donc on voit qu'on peut avoir des décalages entre certains moments où les études sont faites, et puis d'autres moments où en fait il y a un facteur qui a modifié les choses et qui fait que ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus quelques mois après. Donc ce qu'il faut voir, c'est dans un diagnostic, il faut le réactualiser sans arrêt. Une fois qu'on l'a mis en place, il faut faire de la veille pour vérifier ce qui est toujours bon et ce qui a évolué. L'économique et le temps économique est très rapide par rapport au temps d'une étude, au temps d'une réflexion, au temps de la formation. Donc il faut pouvoir réactualiser les données régulièrement pour pouvoir adapter les solutions qui sont mises en place. Et puis une chose qui est très importante, c'est bien de mettre des actions en place, mais il faut surtout en évaluer les résultats. Et c'est souvent ce qui manque dans toutes nos actions, c'est l'évaluation des résultats. Est-ce que mon action a eu les effets escomptés? Si oui, pourquoi, lesquels et sur quoi ça a eu de l'effet? Sinon, pourquoi ça n'a pas eu d'effet? Est-ce qu'il y a un élément que je n'avais pas pris en compte et quelle action je vais pouvoir réadapter pour que mon objectif soit atteint? C'est une démarche avec des objectifs à atteindre. Donc il faut évaluer si on a atteint ces objectifs. Donc en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on fait de la GPEC territoriale? Oui et non. Ce serait trop simple de dire oui ou ce serait trop simple de dire non. On a fait de la GPEC territoriale sur les projets de construction des usines évidemment, mais également sur le projet du Medipôle. Par contre, on a du mal à faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales sur une volonté d'anticipation de développement de filières, de développement de métiers, etc. Donc là, la crise du nickel qui est mondiale, qui n'est pas juste en Calédonie, elle aurait pu être prise en compte dans une GPEC territoriale en amont,
Souvent, malheureusement, la GPEC territoriale comme la GPEC d'entreprise intervient quand il y a une situation de crise. On se dit ça peut plus durer, il faut qu'on mette quelque chose en place. Bon, au moins c'est le déclencheur, mais ce qui serait mieux, c'est de pouvoir mettre une GPEC territoriale en fonction pour vraiment anticiper et quelque chose à froid. Les réactions à chaud, c'est jamais très bon. Donc, on a des données pour participer à l'élaboration de cette démarche. Il faut les compléter. Elles sont partielles ou parcellaires. Elles sont parfois à fiabiliser également, puisque vous savez que quand on est tous à saisir de manière différente, il est très difficile après de comparer des données. Donc c'est souvent se mettre d'accord aussi sur les manières dont on saisit, puisque les données vont donner des résultats qui seront ceux qui ont été saisis. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'analyse donc des territoires reste très faible en termes de prospective et d'anticipation, ne serait-ce que d'anticipation. On a par contre des instances de dialogue où il y a de la concertation sur la formation professionnelle, sur l'emploi, sur différents éléments. Donc ça, c'est plutôt positif. On met des plans d'action en place. Il y avait des besoins sur la maintenance très forts industrielle. Il y a des choses qui ont été mises en œuvre. Mais quelle évaluation on en a faite? Elle est plutôt parcellaire, voire très partielle. Alors, demain, la Nouvelle-Calédonie, elle ne peut que progresser en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. L'un des acteurs de cette progression, ça va être le fonds de formation dont va parler M. Benoît, donc j'en dis pas plus. Parce que, on l'a vu, la difficulté des petites entreprises qui constituent l'essentiel de notre tissu économique à se projeter et à identifier leurs besoins, elle est réelle. Donc, il faut accompagner les entreprises à cette identification des besoins. C'est la première chose. On a un projet aussi qui est en fin d'aboutissement d'un système d'information à l'échelle du pays où on va pouvoir suivre un parcours aussi bien de formation que de parcours salarié ou de travailleurs indépendants des Calédoniens. Donc ça, c'est un plus, ça va concourir à la fiabilisation et à la connaissance du public. Et maintenant, la GPEC devient une nécessité en Nouvelle-Calédonie, puisqu'avant, on pouvait lancer des actions chacun de son côté et dépenser l'argent public, sauf qu'il n'y a plus d'argent public. Donc la nécessité, elle est réelle de mutualiser, de rendre cette vision et cette montée en compétences des Calédoniens efficiente, efficace et financièrement viable. Merci Carole. Alors, on a parlé de crise, ça mobilise normalement. Alors ça peut faire peur aussi, et c'est pour ça que souvent l'anticipation, c'est pas bien vu donc dans l'entreprise. On a peur de transmettre donc les mauvais chiffres aux partenaires sociaux, et que ça se dégénère en grève. Mais j'ai jamais entendu le mot restructuration, donc je pense que et on l'entend peu, mais je pense qu'il y aura une véritable GPEC le jour où effectivement tout le monde va se mobiliser, GPEC territorial, se mobiliser autour justement de restructuration, et c'est là qu'on verra des grands changements. Alors effectivement, il y a donc un intérêt fort à mettre en place une GPEC territoriale. Il y a également des acteurs. Un nouvel acteur, c'est justement le FIAF, avec donc son président, Xavier Benoît, qui va nous dire, nous expliquer quelles sont les attentes des entreprises à l'égard du FIAF, et éventuellement aussi quelles sont les modalités de formation, en quoi ça va changer les modalités de formation. Merci. En écoutant tout le monde, j'ai envie de commencer en disant voilà. C'est que Philippe Accard disait que la question était compliquée pour lui parce qu'il y avait et des employeurs et des salariés. Alors moi, c'est l'angoisse totale parce que j'ai présidente de la CGPME, coprésidente du MEDEF, signataire de l'accord sur le FIAF. J'ai les administrations qu'on pousse au derrière pour écrire, pour faire valider les textes sur le FIAF, pour nous financer un petit peu aussi avant 2017. J'ai les futurs utilisateurs, les utilisateurs. Enfin bref, moindre écart de vocabulaire ou de vocable que je fais,
Je vais ramasser. Quoi qu'il en soit, le deuxième difficulté, c'est que le FIAF vient s'inscrire, alors GPEC d'entreprise, GPEC territorial. J'ai pas la réponse non plus. J'ai bien aimé le mot de Nathalie Klein tout à l'heure. La GPEC doit s'appuyer sur une stratégie claire de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec 97,7% d'entreprises qui ont moins de 10 salariés en Nouvelle-Calédonie, la stratégie claire d'entreprise, elle est rare aujourd'hui. Effectivement, dès qu'on sort d'une structure un peu conséquente, eh bien, la stratégie d'entreprise n'existe pas, et donc la GPEC d'entreprise, elle ne peut pas exister. La GPEC territoriale, alors, Carole, je vais être méchant, mais en fait, les partenaires sociaux, ce qu'ils ont constaté, c'est que ça marche pas aujourd'hui, puisque ce que disent les partenaires sociaux en s'entendant sur un accord interprofessionnel sur l'assurance formation, c'est qu'on a un souci de compétences en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on arrive à adapter les compétences dont les entreprises ont besoin avec ce qu'on trouve sur le marché du travail ou ce qu'on a dans nos entreprises. Puisqu'en fait, le FIAF, il va répondre qu'à une petite partie de la question. Je dirais que le FIAF, il va s'intéresser à de la GP même. GP, je vous explique pourquoi. GPS, la gestion prévisionnelle, la gestion, pardon, des compétences pays pour les salariés. Donc, je commence par la fin. Le FIAF, c'est destiné que aux salariés des entreprises. D'accord, ça ne sera ouvert que aux salariés des entreprises. Donc on ne touchera pas toutes les populations pour l'accession à l'emploi. On ne s'intéressera que aux salariés des entreprises. P pour pays et pas territorial, puisque dans l'accord interprofessionnel qu'on a signé, on a dit effectivement et on s'est mis d'accord pour dire que ça serait aussi un outil pour pouvoir permettre du rééquilibrage en Nouvelle-Calédonie. De la gestion et des compétences. Et on tient vraiment à ce terme de compétences aujourd'hui dans ce qu'on a signé. Alors comment ça va marcher ? Je peux pas tout vous dire, parce que je sais pas tout. On sait que ça doit fonctionner, et ça fonctionnera au 1er janvier 2017. Donc le Fonds interprofessionnel de formation en Nouvelle-Calédonie, il a été créé sur la base d'un accord interprofessionnel qui a été signé par les 3 fédérations patronales représentatives en Nouvelle-Calédonie et par 5 syndicats représentatifs au niveau interprofessionnel de salariés. Deuxième étape, c'était ça en août 2015. Deuxième étape, alors je vous parle pas de tout ce qui s'est passé avant, parce qu'on a mis, Carole, combien de temps à négocier ? Voilà, pas loin de 6 ou 7 ans pour arriver à faire aboutir notre négociation. Et deuxième étape, une fois qu'on s'était lancé, on a créé l'association. Le FIAF, aujourd'hui, c'est une association. On a créé l'association en octobre 2015. Et à ce moment-là, la machine s'est enclenchée, les principes étaient écrits, et dans les principes, il faut retenir salariés, compétences, mutualisation. Donc l'idée, c'était qu'on allait mutualiser des moyens pour monter en compétences les salariés des entreprises et principalement les TPE, PME calédoniennes. L'idée, c'est que effectivement, la formation professionnelle continue pour les salariés dans les TPE, PME, il n'y avait pas de dispositif adapté, et donc il fallait qu'on crée quelque chose, d'où ce 0,2% sur la tranche 1 du RUAM pour toutes les entreprises qui relèvent du secteur privé, plus l'établissement public, et ça va nous générer, et on va récupérer aussi une partie du 0,7%, en tous les cas celui qui ne sera pas utilisé par les entreprises, et tout ça, ça devrait nous générer entre 300 et, je vais être optimiste, 500 millions de francs de ressources pour faire de la formation professionnelle continue au profit des salariés des entreprises calédoniennes. Le FIAF, cette association, aujourd'hui, elle a son existence, sa réalité, ce sont 20 administrateurs, 10 administrateurs titulaires, 10 suppléants, originaires des organisations patronales et syndicales signataires de l'accord interprofessionnel. Et un chef de projet. Pour l'instant, on est peu consommateur de personnes. Je rajouterai l'essentiel pour moi aujourd'hui, une énergie folle. D'accord ? Pour les 20 administrateurs, c'est une réunion de bureau par semaine, un conseil d'administration par mois. Et je rajoute 21 chantiers qui ont été ouverts dans le cadre de la formation des administrateurs, formation qui est pilotée aujourd'hui par le CNAM et l'IRS
qui nous accompagnent sur ce projet. Si vous retenez qu'une chose, et je crois que c'est la chose la plus importante, c'est que le FIAF, comme l'a dit Jean-Marie Lutringer, qui nous a accompagnés sur ce projet depuis de longues années, c'est un OJNI, un objet juridique non identifié. C'est quelque chose qui va profondément modifier le paysage de la formation professionnelle continue en Nouvelle-Calédonie. Déjà, avec un budget de 300 à 500 millions de francs sur l'année, comme l'a dit Carole, dans le contexte économique et budgétaire calédonien, ça va devenir un des gros acteurs de la formation professionnelle continue. Ce n'est pas un organisme de formation, d'accord, mais un des grands ordonnateurs de formation continue pour les salariés en Nouvelle-Calédonie. Et il va s'asseoir, en tous les cas, il va faire se réunir autour de la même table les provinces, le gouvernement et le FIAF. L'idée, c'est de coordonner nos actions, de mutualiser nos actions. Sur le tempo qui nous attend, on est opérationnel au 1er janvier 2017. C'est-à-dire qu'on collecte à partir du 1er janvier 2017, 0,2% de la tranche 1 dans les entreprises du secteur privé et les établissements publics et les associations. Donc on collecte et on met en place des programmes de formation pour les salariés des entreprises calédoniennes. On n'est pas au bout de nos peines. À chaque jour, c'est surprise. Parce que ce matin, on avait le dernier comité de suivi du projet. On a quand même le code du travail à réformer. Donc on a des textes à faire voter au Congrès. Et puis pour simplifier notre vie, on a des textes qui relèvent de la DFPC et puis des textes qui relèvent de la DTE. On n'a pas d'argent pour l'instant, donc on collecte pas. Et pourtant on a déjà un chef de projet. On doit former nos administrateurs. Donc effectivement, la collectivité, le gouvernement nous soutient en ayant attribué, il n'y a pas de secret, une subvention de 40,6 millions de francs pour arriver à former et à commencer à recruter les équipes de permanents. La formation des administrateurs, c'est un point essentiel, puisque aujourd'hui, la grande question, c'est comment ça va marcher. Comment ça va marcher pour les entreprises, comment ça va marcher pour les filières ou les branches, comment ça va marcher pour les organismes de formation, comment ça va marcher entre nous administrateurs, comment ça va marcher entre administrateurs et permanents de l'association. Et comment ça va marcher pour que les textes soient votés en temps et en heure, mais ça c'est une autre question. Donc je vous disais, le point important c'est cet aspect OJNI, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que ça va modifier et que tout n'est pas écrit aujourd'hui. Vous le savez, le diable se cache dans les détails, et aujourd'hui on est vigilant sur les détails parce que, et c'est le deuxième point à mon avis qui est important à retenir, la création de ce FIAF, c'est une vraie volonté des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux qui disent aujourd'hui en matière de compétences dans nos entreprises, ça fonctionne pas, ben nous on se prend en charge, accompagné par la collectivité, mais on se prend en charge et on prend nos responsabilités. Bel enjeu, on s'engage sur 3 ans d'expérimentation. Le FIAF, c'est 3 ans d'expérimentation du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. On ira au résultat à l'issue de ces 3 ans d'expérimentation. On se prend en charge et comme dans nos activités d'entreprise, on peut se planter, mais on y croit tellement qu'on y met une énergie folle et qu'on pense qu'on va y arriver. Le troisième enjeu, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, je vous passe sous silence tous les enjeux sur la collecte, qui va la faire, comment on va la faire, sur quelle base, parce que ça fait l'objet de commissions nombreuses et variées. Mais le troisième enjeu, c'est d'arriver à faire remonter au niveau du conseil d'administration du FIAF les vrais besoins des entreprises calédoniennes. Et dans ce qu'a dit Carole tout à l'heure, il y avait un point essentiel. C'est inimaginable de penser que chaque entreprise va pouvoir nous remonter ses besoins et qu'on va pouvoir traiter ses besoins. Et aujourd'hui, on est en train de chercher le chemin pour faire remonter ses besoins par filière, par branche, par groupe d'entreprise, par grappe, je sais pas. Je sais pas. Et je pense qu'on n'a pas un administrateur qui sache aujourd'hui comment ça va fonctionner. C'est l'enjeu. Et on a sollicité la NDRH, par exemple, parce qu'on veut que dès le premier trimestre 2017, on ait des actions de formation qui soient en place. Donc on les a sollicités pour dire, vous êtes proche des besoins des entreprises, c'est quoi votre projet? On a sollicité les organismes de formation. Vous êtes proche de la formation dans les entreprises, ça pourrait être quoi pour vous, les choses prioritaires pour 2017? Et enfin, le dernier point, je l'ai déjà cité, mais je pense qu'il est essentiel. Le dernier point qu'il faut pas qu'on oublie, qu'on est toujours en ligne de mire dans tous les travaux qu'on mène sur la montée en puissance du FIAF,
c'est que c'est pour répondre aux besoins de montée en compétences des TPME, des salariés des TPE et PME calédoniennes. Et tout ça, ça s'inscrit dans 2 dossiers. Un qu'on a déjà cité, celui sur l'emploi local. Souvenons-nous de nos négociations sur le TAP, le tableau des activités professionnelles, en 2010, 18 mois de négociation. Et à chaque fois qu'on négociait sur un métier, ou presque, on butait sur un problème de compétences et de formation en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on doit avoir en ligne de mire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des travaux pour faire monter en compétences et en productivité et en compétitivité nos entreprises. Et l'objectif du FIAF, il est bien là, c'est faire monter la productivité et la compétitivité des entreprises calédoniennes. Merci. Merci, Monsieur le Président du FIAF, pour donc cette présentation donc de l'outil. Alors, on a compris les objectifs. Alors, effectivement, vous dites ça a défini. C'est ça, je crois, l'enjeu aussi important. Est-ce que ça sera au niveau des branches, parce que les partenaires sociaux négocient au niveau des branches. Est-ce qu'on en sort? Est-ce que ça va être négocié davantage? Disons, est-ce que on va aborder les problèmes au niveau des filières ou au niveau des groupements d'entreprises, parce que je crois beaucoup aussi donc aux entreprises qui se regroupent donc d'un même métier, qui puissent faire des diagnostics. Alors, je laisse la parole à la salle. On va se donner 4 questions. 4 questions. Normalement, ça devrait mettre un peu de pression. Et 4 questions, et après, on a tous besoin, je crois, d'aller déjeuner. C'est la fin qui tiraille. Vous avez des réponses à toutes vos questions? Est-ce que, alors il y a des professionnels RH, mais est-ce que la gestion prévisionnelle des emplois des compétences territoriales, même si on n'a pas le même discours après au niveau du FIAF, mais on va le retrouver dans d'autres pays, cette gestion territoriale, est-ce que c'est quelque chose qui était connu? Est-ce que c'est... Bon, s'il n'y a pas de questions, ouf, je tenais plus là. Bonjour, Géraldine Sand, DRH de l'OCEF, et aussi ANDRH. Ma question, elle est par rapport au FIAF et d'une façon un petit peu plus générale. On parle entre nous de ressources humaines. Maintenant, les chefs d'entreprise, ils vont être informés comment sur la mise en place du FIAF sur le 2e semestre 2016. Parce que si je prends simplement mon patron, par exemple, quand je lui ai dit que il va se mettre en place, bonne nouvelle, oui, ok, mais voilà. Quelle va être la communication à l'ensemble des entreprises et des chefs d'entreprise pour faire comprendre l'importance de ce FIAF? Au-delà de vous, ce que vous pouvez en dire, et de ce que nous, à NDRH, on peut en dire, effectivement. Merci de cette question. C'est un enjeu majeur. Au premier semestre 2016, on n'est pas en mesure de communiquer. Ça a été même l'objet de discussions au sein du bureau de l'association du FIAF. Est-ce qu'on fait une conférence de presse? Est-ce qu'on annonce que on s'est mis d'accord sur les textes avec la DFPC? On a fait le choix de pas le faire, puisque pour l'instant, on en est à la construction des outils qu'on va utiliser pour faire fonctionner le FIAF. Indéniablement, c'est notre priorité 1 sur le 2e semestre 2016. Mais Valérie m'arrêtera si je me trompe, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans nos discussions. Il faut qu'on y aille. J'arrive de manière très optimiste. Quand il va falloir cotiser au 0,2%, ils seront tous informés. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ils vont voir la douloureuse passer de toute façon. L'enjeu, c'est pas tant de communiquer sur l'existence du FIAF, qu'on est les rois du pétrole en matière de formation professionnelle continue pour les salariés, etc. L'enjeu de communication qu'il faut qu'on arrive à construire pour moi, c'est un outil à la disposition des entreprises et des salariés calédoniens
pour monter en compétences. Et donc, c'est de réfléchir. Et moi, je suis pas certain qu'on puisse vraiment réfléchir à cette question-là quand on est chef d'entreprise seul dans son entreprise de moins de 10 salariés, etc. C'est comment je m'organise pour réfléchir avec d'autres chefs d'entreprise et des salariés. Hein, c'est un organisme paritaire. À savoir, pour savoir quelles sont mes urgentes nécessités de formation pour les années à venir. Le FIAF, il s'inscrira, à mon avis, pas dans des échéances à 4-5 ans. On réfléchira d'une année sur l'autre quelles sont les orientations stratégiques de formation qu'on va avoir. Donc, pour y répondre, communication deuxième semestre 2016 vers les chefs d'entreprise, en passant par tous les canaux possibles et imaginables. Il faut juste qu'on arrive à avoir les subventions, parce que ça, c'est assez compliqué. Mais je sais où est-ce qu'on va les piquer maintenant, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une priorité numéro 1, et la priorité numéro 1, elle doit s'axer à vous, chefs d'entreprise, vous, salariés dans les entreprises. On va mettre en place un outil pour monter en compétences dans les entreprises. Comment est-ce que vous allez l'utiliser? Et regroupez-vous pour nous remonter ça. Alors je peux vous dire qu'il y en a qui sont déjà organisés. Il y en a déjà qui viennent frapper à la porte, hein. Donc je peux les dénoncer. Il y a toute la branche des sociétés de gardiennage et de sécurité qui ont quelques obligations sur les années à venir en matière de montée en compétences. Eux, ils ont déjà frappé à la porte. Ils voulaient même déjà qu'on intervienne sur 2016. Donc on leur a déjà dit ce matin, c'est pas possible. On a par exemple toutes les nouvelles obligations. Donc il y a des têtes bien faites en Calédonie qui pensent pour nous aussi, hein. Donc effectivement à la DAS, hein, Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, ils ont pensé au FIAF pour financer l'obligation de formation des assistants en gérontologie qui doivent être diplômés prochainement. Donc des idées, il y en a plein. Juste pour un exemple, si on répondait à la demande des sociétés de gardiennage, on dépenserait plus d'un quart de notre budget annuel. Donc ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Et donc, la deuxième réflexion des chefs d'entreprise, c'est regroupez-vous, identifiez quels vont être vos besoins et pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire des formations pour monter en compétences. La deuxième réflexion, et à mon avis, elle sera plus au niveau des branches, des grappes, des organisations, c'est comment est-ce que vous allez vendre votre projet au conseil d'administration pour démontrer votre intérêt véritable à faire monter en compétences vos salariés. Parce qu'on ne pourra pas répondre aux besoins de tout le monde. Donc communication, oui, indispensable, deuxième semestre, mais vous inquiétez pas, ils auront tous la facture des 0,2%. Ah, les bras se lèvent. Bonjour, Karine Denis, DRH à la TIR. J'aurais une question pour Madame Bernardin qui nous a fait une belle démonstration de ce que c'est que la GPEC territoriale. Donc j'en déduis que l'IDCNC est assez motivée dans ce projet. En métropole, on a utilisé les maisons pour l'emploi pour le diagnostic partagé. Est-ce que ça fait partie de la feuille de route de l'IDCNC ou pas? Merci Karine de ta question. Alors, la GPEC territoriale s'appuie sur, au niveau du territoire, les partenaires les plus opportuns. Donc, parfois, l'IDCNC peut être un partenaire, parfois, ça ne le sera pas. Il y a des partenaires qui sont plus légitimes sur certains territoires ou champs d'activité ou filières. On parlait tout à l'heure des groupements d'employeurs auprès des clusters. Il y a des branches ou des syndicats patronaux, des fédérations patronales qui représentent des métiers. Je pense à l'industrie, je pense au bâtiment. Ils sont plus légitimes à animer ce genre de démarche-là. Ce qu'il faut, c'est au départ, il faut porter et il faut vraiment un leader qui soit légitime aux yeux de tous les acteurs du territoire pour pouvoir justement coordonner et entraîner tout le monde avec lui. Donc l'IDC fait partie obligatoirement des partenaires et des acteurs de la GPEC territoriale puisque de toute façon, on a des données et on peut fournir des éléments du diagnostic, mais on n'est pas le porteur de la GPEC territoriale en Nouvelle-Calédonie. Allez, ça sera la dernière question.
Oui, je suis Madame Couriane. Je fais partie du bureau confédéral de la CNTP, qui est un syndicat non représentatif au niveau territorial. J'aurais deux questions, j'espère assez brèves, à vous poser. Concernant le financement de 0,2%, est-ce que c'est un nouveau prélèvement ou bien est-ce qu'il y avait déjà un prélèvement qui existait avant? Deuxième question, en tant que syndicaliste, je me préoccupe des salariés et on constate que dans certaines branches d'activité, enfin certaines entreprises, il y a une espèce d'exclusivité d'embauche, également de formation. Alors, avec le FIAF, est-ce que n'importe quel salarié non syndiqué ou un petit peu anonyme est assuré de pouvoir monter en compétences? Alors sur la première question, les 0,2%, c'est une nouvelle cotisation qui est financée par l'employeur uniquement. D'accord? Donc ça c'est un point important. Je me permets de souligner, en étant représentant aussi d'employeurs, que c'est une cotisation employeur, mais que l'organisation du FIAF, elle est quand même paritaire, et donc cette cotisation employeur, elle va être co-gérée au niveau paritaire. Sur la deuxième question, est-ce qu'il y aura une garantie pour le salarié? Non, non et non. Parce que sur le mode de fonctionnement du FIAF, d'accord, la demande, ça sera une demande de l'entreprise. Donc dans les statuts, ce qui a été validé entre partenaires sociaux, c'est que la demande, ça sera une demande de l'entreprise et non pas une demande du salarié. Donc la demande du salarié, elle devra obligatoirement transiter par l'entreprise pour être prise en compte par le FIAF. Je tempère ma question parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, dans la gestion des compétences pays, dans les statuts du FIAF, il y a un aspect rééquilibrage, d'accord. Et je sais que nos camarades partenaires sociaux, syndicats de salariés seront vigilants sur cet aspect-là. Donc, je pense que les équilibres sur l'accès à la formation dans le cadre du FIAF, on les trouvera au sein du conseil d'administration qui sera, lui, l'organe stratégique qui définira comment on accède à la formation par le FIAF. Et dans cet organe stratégique, on a bien les employeurs et les salariés de manière paritaire. Donc la garantie pour le salarié, elle n'existe pas, d'accord. Par contre, il y a les moyens, et par ce qui est inscrit dans le statut et par l'organisation qu'on a adoptée, qu'effectivement on puisse faire entendre la voix des intérêts de chacun.